Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 14e étape du Tour de France. Pau, Luchon, Super Bagnères. 182 km étaient au programme pour 5000 mètres de dénivelé positif. Et c'était l'étape reine et la dernière étape des Pyrénées de ce tour. 4 cols étaient à franchir, Tourmalet, Aspin, Persourde et Super Bagnères. Mais avant ça, les coureurs devaient bouffer 70 km de plat pour aller chercher le sprint intermédiaire. Les enjeux étaient multiples, la victoire d'étape était en jeu bien sûr, baroudeur grimpeur et favori du général pouvaient se la disputer. Il y avait une lutte au général pour le podium et le top 5 entre Remco Evenepoel, Lipovic, Handley, Vauquelin, Roglic et Johannessen. Le maillot à poids se jouait, il y avait 55 points de distribués au maximum aujourd'hui. Et se jouait également un petit peu aussi le maillot vert. Le sprint intermédiaire était au pied du Tourmalet et Jonathan Milan pouvait aller chercher 2 gros points pour contenir le retour de Pogačar dans ce classement. Les enjeux de cette étape sont fixés, place au résumé de la course. Les coureurs se sont élancés plus tôt que l'habitude vers midi à peu près et très logiquement, énormément de coureurs vont essayer d'intégrer l'échappée du jour. La décision ne se fait pas, il faut dire que les coureurs Visma sont notamment contrôlés par les coureurs UAE. La moyenne est très élevée, un peu moins de 50 km/h de moyenne, et après 1 heure de course, les coureurs sont déjà bientôt au pied du Tourmalet et du sprint intermédiaire. Lidl se met d'ailleurs gentiment au contrôle des tentatives d'échapper pour pouvoir amener Jonathan Milan en tête au sprint intermédiaire. A noter qu'on aura perdu Mathias Kjelmose et Stef Kras à l'approche du Tourmalet. Le premier est tombé, s'est ouvert le bras et aura abandonné. Et le deuxième est malade. Et voilà déjà 2 bons grimpeurs out et en DNF avant même le pied du Tourmalet. Au sprint intermédiaire, Jonathan Milan va passer en tête devant Van Der Poel, Girmay et Turgis. Le peloton est groupé. Place à la haute montagne et au Tourmalet, 19 km à 7,4% de moyenne. Dès le pied du Tourmalet, les baroudeurs repartent de plus belle. Une trentaine de coureurs tentent alors de s'échapper. Et derrière, semi-surprise après le chrono de la veille, Remco Evenepoel, 3e du général ce matin, est déjà distancé et a l'air en perdition. Alors, Remco va d'abord savoir contenir son débours sur le groupe Pogačar. Mais à la mi-pente du Tourmalet, le mental va complètement lâcher, le cerveau va débrancher et Remco Evenepoel va abandonner les routes du Tour. Ça, c'était clairement pas attendu, même si Remco souffrait depuis l'entrée des coureurs dans les Pyrénées. Et je reviendrai bien évidemment sur l'abandon de Remco Evenepoel dans le débrief. À l'avant de la course, beaucoup de coureurs vont se retrouver au rupteur et dans le dernier tiers d'ascension du Tourmalet, on va enfin y voir clair en tête de course. 17 hommes vont devancer le groupe Pogačar où tous les favoris sont là, excepté Remco Evenepoel. Alors, je dis 17 hommes, mais en fait c'est 1 plus 16 hommes, puisque Lenny Martinez, qui promène alors littéralement son vélo en ce début d'étape, voltige sur les pentes du Tourmalet et fait les 5-6 derniers kilomètres d'ascension du Tourmalet tout seul. Le Français, paré du maillot à poids, va passer seul au sommet du Tourmalet, avec 2 minutes d'avance sur le groupe de 16 en contre. Je vous donne rapidement les noms du contre. On avait Sepp Kuss et Simon Yates de Visma, Paré-Peintre de Soudal, Timon Arensman et Carlos Rodriguez d'Ineos, Vlasov de Red Bull, Verstringe d'Alpecin, Storer de Tudor, O'Connor de Jayco, Mas, Mühlberger et Rubio de Movistar, Higuita d'Astana, Jordan Gégat de Total, Woods d'Israël et Tobias Johannessen du Noix. Johannessen, qui était 8e du général ce matin au départ, à plus de 10 minutes de Pogačar, ok, mais à près de 2 minutes du top 5, donc move très intéressant du Norvégien en ce début d'étape. Dans le peloton, c'est UAE qui est au contrôle avec Nils Politt, peloton pointé à 3 minutes de Martinez au sommet du Tourmalet. Reste alors 93 km pour boucler l'étape et attention, changement de météo sur la route du Tour, pluie, humidité, froid et route glissante, prudence dans la descente. La descente se fait heureusement sans incident, les coureurs sont très vite arrivés à Sainte-Marie-de-Campan. Place à une toute petite transition vers Payolle pour aller chercher l'Aspin à 70 km de l'arrivée. Au pied de l'Aspin, justement, Lenny Martinez ouvre toujours la route. Derrière, Sepp Kuss et Valentin Paré-Peintre se sont débarrassés de leurs collègues en contre dans la descente et pointent désormais à 50 secondes du Français. Le groupe Johannessen est à 1,40 de Lenny et le peloton maillot jaune à 3,50. Les échelons ne bougent pas dans la deuxième ascension de la journée et au sommet de l'Aspin, Lenny Martinez va à nouveau passer en tête devant Sepp Kuss et Valentin Paré-Peintre.
Ces deux gars-là sont revenus sur les talons de Lenny. À 2 minutes 10, on va retrouver le groupe Johannessen et à 3:30, le peloton favori. Reste alors 63 km et 2 ascensions, Persourne et Super-Bagnères. Dans la descente, Lenny Martinez va sagement attendre Sepkus et Valentin Paré-Peindre qui étaient en contre. Et au pied de Persourde, les 3 hommes vont avoir un avantage de 25 secondes sur 5 hommes. Arensman et Rodriguez d'Ineos, Johannessen d'Uno-X, O'Connor de Jayco et Simon Yates de Visma. Peloton à 2,50, reste alors 40 km et les écarts se resserrent. Cette situation, ça sent quand même à ce moment-là très bon pour Tadej Pogačar. À 6 km 500 du sommet de Persourde, regroupement à l'avant, le groupe Johannessen est revenu au contact du groupe Martinez, 8 hommes en tête de course. Dans le peloton, ça commence à cravacher sévère, Pogačar est très bien entouré. Il peut encore compter à ce moment-là de la course sur Sivakov, Soler, Narvaez et Adam Yates. L'écart avec l'échappée bascule d'ailleurs gentiment sous les 2 minutes à 4 km du sommet. Ça accélère très vite dans le peloton maillot jaune. 4 km du sommet justement, c'est le moment choisi à l'avant pour changer le rythme. Arensman accélère et se débarrasse tout de suite de ses concurrents directs. Le néerlandais est très costaud sur le final de Persourne et au sommet, il va basculer en tête avec 1 minute 30 d'avance sur Johannessen, Paré-Peindre, Rodriguez, Rubio et Martinez. Martinez qui va passer en 2e position au sommet et monter son capital de points de la montagne à 60. Très belle journée pour Lenny Martinez. Là encore, j'y reviendrai dans le débrief. Le peloton bascule avec 3 minutes 30 de retard sur Arensman au sommet de Persourde. Reste alors 32 km pour aller chercher la ligne d'arrivée. À 17 km de la ligne, ce n'est pas encore le pied de Super-Bagnères, mais ça grimpe déjà. Thymen Arensman fait un numéro à l'avant de la course, mais le peloton est à 3 minutes 30. On l'a compris, Pogačar veut en principe l'étape. Ça semble alors impossible pour Arensman de rallier l'arrivée en vainqueur. À la sortie de Bagnères de Luchon, Marc Soler met la poignée au fond dans le peloton. Matteo Jorgensen est déjà distancé. Place à la dernière ascension de la journée. Luchon Super-Bagnères, 12 km 400 à 7,3% de moyenne. À 10 km du sommet, Arensman a encore 3 minutes d'avance sur le groupe favori où il reste 13 bonhommes. Soler vient de s'écarter, reste 2 étages à la fusée UAE, Narvaez et Adam Yates pour lancer Pogačar. Manque alors à l'appel dans le top 10, Remco Evenepoel qui a abandonné dans le Tourmalet et Matteo Jorgensen qui s'est relevé. Le groupe de contre est croqué au fur et à mesure de la montée. Seul reste un temps devant le peloton Johannessen, Rubio et Rodriguez. C'est désormais Thymen Arensman seul contre le groupe maillot jaune. À 7 km 500 du sommet, Félix Gall attaque les favoris. Aucune réaction derrière. Pogačar ne bouge pas non plus. Ça commence à sentir très bon pour Arensman. Au 5 km, l'Autrichien est à 2 minutes du Néerlandais et le groupe Pogačar à 2,30. Dans le groupe Pogačar, d'ailleurs, Kevin Vauquelin commence gentiment à montrer des signes de faiblesse. Au 4 km, Félix Gall s'est rapproché à 1,40 d'Arensman et le peloton à 2 minutes. C'est toujours parfait pour Thymen, mais derrière, Vingegaard attaque à son tour à 4 km du sommet. Pogačar et Lipovic sont alors les seuls à pouvoir accompagner le Danois, mais lorsque Vingegaard va de nouveau accélérer, très logiquement, seul Pogačar peut tenir la roue du deuxième du général. Félix Gall est rattrapé et aussitôt distancé. À 2 km de la ligne, et malgré les accélérations de Vingegaard, Arensman a toujours 1 minute 30 d'avance sur Pogačar et Vingegaard. Incroyable Thymen Arensman dans cette ascension de Super-Bagnères. Le néerlandais ne faiblit pas, continue d'appuyer très fort sur les pédales. L'écart devient trop grand désormais pour les 2 avions de derrière et au terme d'une échappée inouïe lancée dans Persourde, Thymen Arensman vient claquer sa première victoire en carrière sur les routes du Tour. Performance XXL. Derrière, Pogačar règle Vingegaard pour la seconde place. Félix Gall et Florian Lipovic arrivent à un 3e échelon, puis ce sont Oscar Hindley, Ben Hilly, Primoz Roglic, Tobias Johannessen et Kevin Vauquelin qui bouclent le top 10. On a quand même déjà un petit peu l'impression que les gros du général n'en ont plus sous la soquette, à l'exception de Vingegaard et Pogačar bien sûr. Au général, justement, Pogačar conforte un tout petit peu son avance sur Vingegaard, Lipovic est désormais 3e, confortable 3e avec le retrait de Remco. Oscar Hindley est un petit peu seul au 4e rang. Kevin Vauquelin voit gentiment le retour de Roglic et Félix Gall dans son rétro.
Johannesson est également dans l'allure, puis plus loin, Ben Hilly et Carlos Rodriguez bouclent le top 10. Jordan Gégat est 11e du général ce soir et aura été 13e de l'étape aujourd'hui. Ça c'est super, c'est vraiment très bien. Et le top 10 n'est pas loin. Rodriguez est devant lui à 2 minutes. Alors pourquoi pas? Alors c'est vrai qu'il y a un client en la personne de Carlos Rodriguez, mais c'est bien devant qu'il faut regarder pour Jordan Gégat parce que derrière lui, la 12e place, elle est très loin. Donc ça, c'est super côté français. Kevin Vauquelin brille de son côté général. Et à un cran derrière, Jordan Gégat s'accroche. Et ce soir, pas très loin d'intégrer le top 10. C'est top. Alors, au débrief de cette étape, on va parler des favoris. Mais avant de parler des favoris du général, un petit mot sur Timon Arensman qui aura réalisé aujourd'hui une journée de très costaud. Aujourd'hui, il a connu une journée comme il en a certainement jamais connu en carrière. La perf d'Arensman aujourd'hui, elle est incroyable. Le mec est sorti au pied du Tourmalet aux côtés d'un Louis Barré et d'un Jordan Gégat. Il s'est retrouvé dans un groupe de 16 au sommet du Tourmalet. Il s'est pas enflammé à essayer de suivre Lenny Martinez qui marchait très fort à l'avant. Il a géré son effort, il est resté aux côtés de son leader Carlos Rodriguez qui jouait le top 10 à ce moment-là de l'étape. Et puis lorsque le peloton a commencé à accélérer dans Persourne, il s'est dit à 6 km du sommet, si je dois jouer l'étape, c'est maintenant. Il a accéléré, il a fait un écart tout de suite sur ses adversaires. Il leur a collé 1 minute 30 dans les carreaux sur la fin d'ascension du Persourne. Même tarif pour le peloton, Sivakov était en tête du peloton à ce moment-là et Sivakov a perdu du temps. Je rappelle que le peloton était très près de passer sous les 2 minutes par rapport à Arensman à 6 km du sommet. Et le peloton a basculé avec 3 minutes 30 de retard sur Arensman. Arensman, incroyable dans Persourne. J'avoue m'être dit à ce moment-là, c'est un barou d'honneur. Techniquement, avec l'effort qu'il est en train de nous faire dans Persourne, il va plier le moteur dans Super Bagnères. On devrait voir Pogačar accélérer derrière. Et très logiquement, Timon Arensman aurait été repris à mi-pente ou dans les derniers kilomètres de Super Bagnères. Eh bien, absolument pas. Il a eu des jambes de dingue parce qu'à aucun moment il a lâché l'effort dans la dernière ascension. Il en a remis à chaque fois. Seul Félix Gall a commencé un petit peu à inverser la tendance lorsqu'il a attaqué à 7 km 500 du sommet. Quand on regarde un petit peu la dernière ascension d'Arensman, à 10 km du sommet de Super Bagnères, il avait 3 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune. Pogačar et Vingegaard sont certes revenus à 1 minute sur le sommet, mais quand on regarde d'autres gros du général, comme Kevin Vauquelin par exemple, qui termine à 3 minutes d'Arensman, ça veut dire que Vauquelin, qui joue top 5, top 10 du général au soir de cette étape, n'aura pas été en mesure de reprendre une seule seconde à Arensman, alors qu'Arensman aura fait la dernière ascension tout seul, et Kevin Vauquelin dans les roues. Donc, performance XXL énorme d'Arensman, mais encore une fois, un petit peu aussi dans la lignée de ce qu'on aura vu ces derniers jours. Chaque fois qu'une échappée, je le répète tout le temps, mais chaque fois qu'une échappée va au bout sur le tour, il faut presque sortir la performance de sa vie. Via Normandie, Ben Hilly, certainement la meilleure performance de sa vie. Au Mont d'Or, sur l'étape du 14 juillet, alors je ne vais pas dire que Simon Yates aura réalisé la performance de sa vie sur l'étape du Mont d'Or, absolument pas. Mais pareil, on voit le pédigré des mecs à l'avant. Arensman avait fait 2 d'ailleurs. Ben O'Connor 4, Ben Hilly 3. C'est que des monstres qui s'imposent. Et aujourd'hui, sur une étape qui présentait 5000 mètres de dénivelé, il fallait avoir une caisse incroyable, une force absolue, surtout pour tenir le rythme lorsqu'il est sorti dans Persourne. C'est fou. Alors, c'est maintenant son 4e succès en carrière, son 2e en grand tour après une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne en 2022. Et c'est sa première victoire sur le Tour. Et elle est extrêmement méritée, parce qu'encore une fois, Arensman avait fait 2 au Mont d'Or, ça montrait déjà qu'il avait des qualités exceptionnelles, et ça on le savait déjà, pour s'imposer sur les routes du Tour. Sauf que là, aujourd'hui, il ne l'a pas fait en se cachant dans la route Ben Hilly comme il l'avait fait sur l'étape du 14 juillet au Mont d'Or. Là, il s'est assumé, il a attaqué comme un patron dans Persourne, il a laissé quelque part son leader Carlos Rodriguez derrière lui. Il s'est dit, je vais jusqu'au sommet de Persourne à fond, on verra ce que ça donne. Après, il n'a pas pu faire la descente en dedans et récupérer parce qu'il y avait la pression du groupe Pogačar derrière lui. Et puis derrière, la dernière ascension qu'il fait, honnêtement, il perd vraiment pas grand-chose sur des mecs qui ne sont pas Pogačar et Vingegaard. Donc, c'est absolument fou ce qu'aura fait Arensman aujourd'hui, en sachant qu'il est parti dans le Tourmalet. Ça aura été aussi une course très intelligente, parce que contrairement à Lenny Martinez, par exemple, qui avait d'autres objectifs et qui voulait jouer les points,
Lui, il s'est bien gardé de ne pas faire trop d'efforts en début d'étape. Il a gardé juste ce qu'il fallait de jus pour pouvoir faire la fin du père sourde et l'ascension de Supermanière à bloc. Franchement, rien à redire. C'est totalement mérité. Et ça aurait été extrêmement cruel de voir Pogačar le chercher dans les derniers kilomètres. Donc, ça, c'est super. Et c'est peut-être là aussi mon deuxième point. On va faire un petit point côté favori. Pogačar, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce qu'il a voulu, en fait. On avait l'impression qu'il avait envie d'aller chercher l'étape. Ça a été jusqu'au pied de Superbannière, quelque part. Et dans les 10 derniers kilomètres, on a eu l'impression qu'il ne voulait plus l'étape. Ou en tout cas, il n'a pas cherché à accélérer pour aller récupérer Arensman. Et ça, c'est quelque chose qui est assez illisible pour moi ce soir. Pogačar voulait l'étape. Je pense qu'on est d'accord pour tenir le même discours. Sinon, pourquoi aurait-il fait rouler ses équipiers depuis le pied du Tourmalet? Nils Politt a fait l'ascension du Tourmalet. Derrière, on a cramé Sivakov dans le père sourde. Et puis après, Marc Soler a fait le pied de Superbannière. Restait encore 2 échelons à UAE, Adam Yates et Narvaez. Et pourtant, lorsque Narvaez a pris le relais de Marc Soler, j'ai presque envie de dire qu'UAE a ralenti un petit peu l'allure, s'est calmé, a juste géré. Ça a été très particulier. S'il y avait eu la volonté de Pogačar d'aller chercher l'étape, Narvaez et Adam Yates seraient mis la poignée au fond tôt dans Superbannière, et au final, il ne s'est rien passé. Et pire encore, c'est Félix Gall qui a commencé à bouger les lignes à 7 km 500 du sommet, et Vingegaard à 4 km du sommet. Donc très difficile à lire l'attitude des UAE. Et la seule chose qui me vient à l'esprit ce soir, c'est que il s'est dit, certainement à 100 km de l'arrivée au pied du Tourmalet, j'ai envie d'aller chercher mon étape. Discours qui rebondissait quelque part avec l'attitude qu'il avait hier soir. On avait vraiment l'impression qu'il voulait aller chercher une 5e étape aujourd'hui. Et puis, lorsque Arensman a creusé un écart conséquent sur le sommet du père sourde, écart qu'il tenait encore au pied de Superbannière, peut-être que Pogačar s'est dit, ça va être difficile d'aller le chercher, je vais pas me griller, je vais défendre mon maillot jaune. Bizarre quand même, parce qu'il est quand même 2 jambes au-dessus de ses adversaires les plus proches sur ce Tour de France. Ça me donne plutôt l'impression qu'il a préféré faire un cadeau à Ineos et à Thymen Arensman. Et ça, c'est pas trop dans l'attitude du bonhomme en général, donc c'est très particulier. J'ai pas compris. J'avoue ne pas avoir compris la strat des UAE aujourd'hui. S'il voulait l'étape, il fallait jouer le jeu à fond dès le pied de Superbannière. Si on ne voulait pas jouer l'étape, c'était pas la peine de cramer ses gars, et dans le Tourmalet, et dans l'Aspin, et dans Persour, donc très illisible. Et je pense que ce point de vue-là est certainement ce soir très partagé des autres leaders du général Vingegaard en tête, parce que personne n'a bougé jusqu'à l'accélération de Félix Gall à 7 km 500 de l'arrivée. Je pense que tous les autres leaders du général se sont dit Pogačar va accélérer à un moment donné, ce sera chacun pour soi. Pour l'instant, on l'avisera lorsque Pogačar accélérera. Et à force d'attendre, finalement, Arensman a pu garder cet écart assez longtemps, on va dire un écart conséquent jusqu'à 7 km 500 du sommet, et l'attaque de Félix Gall. Félix Gall aura d'ailleurs été le premier des favoris à bouger, et c'était déjà trop tard pour aller chercher Arensman. Avant de parler de Félix Gall, un petit mot sur Vingegaard et Visma quand même. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que Visma ne joue plus la victoire au maillot jaune sur ce Tour de France. C'est somme toute logique après la démonstration de force qu'aura réalisé Pogačar ces 2 dernières étapes. J'avais encore des doutes au départ de cette étape, au pied du Tourmalet lorsque j'ai vu Sepp Kuss et Simon Yates attaquer. Et au final, au fur et à mesure de l'étape, je me suis dit non, Visma ne joue absolument plus le renversement de tour vis-à-vis de Pogačar. Parce que si ça avait été ça, Vingegaard n'aurait pas attendu les 4 derniers kilomètres pour attaquer Pogačar. Et surtout, Kuss et Simon Yates n'auraient pas roulé comme ils l'ont fait aujourd'hui. On aura vu et Sepp Kuss et Simon Yates prendre de bons relais en tête de course. Si le but c'était de jouer les relais pour Vingegaard, on aurait gardé du jus. Et pire encore, Matteo Jorgensen s'est garé au pied de Superbannière, pour perdre du temps,
pour certainement pouvoir, en troisième semaine, aller chercher des échappées. Donc j'ai l'impression qu'on a totalement changé le fusil d'épaule chez Visma. Le plan, le fameux plan pour aller chercher le maillot jaune, on l'a oublié. Vingegaard peut se débrouiller tout seul pour conserver sa deuxième place du général. Je pense qu'on ne pense plus être capable de renverser Pogačar, et c'est somme toute très logique. Et on commence un petit peu à remettre les cartes en place pour aller jouer des étapes avec Sepp Kuss, Matteo Jorgensen et Simon Yates. Et ça se sera confirmé aujourd'hui. Encore une fois, on aurait voulu jouer l'agressivité vis-à-vis de Pogačar. Simon Yates et Sepp Kuss auraient gardé du jus et se seraient échelonnés sur la course. Et on aurait vu Vingegaard attaquer bien plus tôt qu'à 4 km de l'arrivée. Donc, je pense que ce soir, on a la confirmation de quelque chose qu'on pensait déjà très fort. Le tour, a priori, est plié, même si Pogačar n'en aura pas trop fait aujourd'hui. Pour les autres, derrière, on sent bien qu'il n'y en a plus trop dans la jambe, qu'on est vraiment en défense absolue. Ça concerne Oscar Hindley, qui a souffert sur la fin d'ascension, Kevin Vauquelin, qui a souffert dans les 5 derniers kilomètres d'ascension, Ben Hill qui est 9e du général ce soir, et qui semble désormais être très intéressé par le général. Au pied du Tourmalet, on s'est dit, peut-être que Ben Hill est intéressé par l'étape. Et à la fin, il s'est juste complètement accroché aux roues plutôt que de lâcher complètement pour défendre son top 10. Donc je pense que Ben Hill, désormais, joue un top 10 au général. Et de fait, on ne devrait plus voir Ben Hill dans les échappées dans les jours à venir. C'est mon avis. Les seuls qui ont encore un petit peu de jus pour bouger les lignes en tête de classement, Félix Gall, premier des favoris à attaquer aujourd'hui, et ça c'est très bon au vu de la troisième semaine qui lui conviendra extrêmement bien. Johannessen, même si ça aura été plus dur aujourd'hui, il aura été présent dans l'échappée, mais on a bien senti que c'était pas la bonne patte, donc ça confirme peut-être aussi la mauvaise performance de Johannessen hier sur le chrono. Il était échappé, mais pas très tranchant. Et enfin, un dernier petit mot sur nos deux coureurs Red Bull. Roglic est plus dans l'attitude d'un Vauquelin et d'un Hindley. Il s'accroche et après il fait ce qu'il peut pour atteindre la ligne d'arrivée. Donc il est déjà en défense, je pense, même s'il a fait un bon chrono hier. Et Lipovic, l'aura confirmé aujourd'hui. C'est la troisième force très largement du plateau de ce Tour de France. Pas au niveau de Pogačar et Vingegaard, mais bien au-dessus de ses adversaires directs, à commencer par Hindley, Vauquelin et Roglic. Ok, encore 2 points dans ce débrief. Un petit point sur le maillot à poids. Lenny Martinez aura réalisé une journée excellente aujourd'hui. 60 points ce soir et en tête du classement devant Pogačar. Pogačar, bien évidemment, ça reste la grosse menace du jour. Je pense qu'il peut quand même remercier Arensman d'avoir eu de très bonnes jambes parce que le Néerlandais est allé chipper les 20 points au sommet de Superbania au détriment de Pogačar. Dans ce classement du maillot à poids, il y a des menaces qui reculent. Michael Woods est à 38 points, mais Michael Woods aujourd'hui, on sent bien que ça devient difficile au terme de cette deuxième semaine. Ben Hill, qui a été une menace à un moment donné pour Lenny Martinez, on a l'impression encore une fois qu'il a recentré ses objectifs sur le classement général, donc je pense que Ben Hill ne devrait plus être une menace pour le maillot blanc à poids rouge de Lenny Martinez. Par contre, avec le numéro qu'il aura réalisé aujourd'hui, il y a une menace qui émerge aux côtés de Pogačar contre Lenny Martinez, c'est bien évidemment Thymen Arensman, qui est ce soir 3e du classement de ce maillot à poids avec 48 points. Et lui, on sent qu'il a du gaz à revendre en fin de deuxième semaine, gaz qu'il aura certainement encore en troisième semaine. Les menaces sont là pour Lenny Martinez, Tadej Pogačar, bien évidemment, et Thymen Arensman en projection. Lui, ça va être un problème. Donc c'est bien évidemment très loin d'être gagné pour Lenny aujourd'hui. Tout est à jouer encore en troisième semaine. Mais il a fait des gros points aujourd'hui et il n'est plus deuxième du classement général comme il l'était... deuxième du classement des poids au départ de cette étape, mais bien premier ce soir. Nous avons désormais un maillot blanc à poids rouge légitime sur ce Tour de France. Dernier point, avant de vous abandonner, il faut qu'on parle de l'abandon de Remco Evenepoel aujourd'hui. Les Pyrénées auront été cataclysmiques pour Remco, en difficulté dès la première ascension des Pyrénées, le col du Soulor. Il s'était très bien défendu quand même sur les pentes de Takam pour finir 7e de l'étape, je crois me souvenir. Hier, le chrono a été, j'ai envie de dire, désastreux, catastrophique. Il avait terminé 12e de l'étape.
ça avait été très dur. On sentait qu'il était totalement en pente descendante. Et pire encore, dans la tête, après l'étape d'hier, il était livide. Il avait plus rien dans le moteur, plus rien dans... Il n'y avait plus d'énergie mentale, quoi. On avait l'impression qu'il était éteint. On avait l'impression qu'il n'avait plus envie d'être sur les routes du Tour. Alors, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a. Son encadrement dit qu'ils ne savent pas ce qu'il a, mais si on regarde un petit peu le passif de Remco Evenepoel, c'est quelqu'un qui passe ses saisons professionnelles à rattraper des blessures, à rattraper des chutes, des fractures. Tout ça, ça lui aura bouffé énormément de jus. Et si on se concentre juste sur la saison 2025 de Remco, donc il s'était fait très mal début décembre, il avait eu des fractures, bref, il avait été éloigné de l'entraînement pendant longtemps, il avait repris l'entraînement début février et avait eu un retour en compétition sur la Flèche Brabançonne mi-avril. Après la Flèche Brabançonne, il s'était tapé Amstel, Flèche, Liège. Ça avait été un petit peu courant alternatif. Excellent à la Flèche Brabançonne, excellent à Amstel. Un petit peu plus en retrait sur la Flèche avant d'exploser complètement dans la tête sur Liège. Malgré ça, on l'avait remis sur le Tour de Romandie, où il avait galéré en haute montagne, où il avait bien performé sur le chrono. Après, ça a été plage de récupération et tout de suite préparation pour le Tour de France. Sur le Dauphiné, il s'est retrouvé en jaune après le chrono et il a défendu son maillot jaune contre Pogacar et Vingegaard. Donc là encore, à bloc. Et puis après le Dauphiné, on l'a remis en stage en altitude pour qu'il continue à perdre du poids en vue du Tour de France. Ouais, c'est trop pour ce bonhomme. C'est trop. Et c'est pas un passif qui est juste lié à sa saison 2025. La très violente chute sur le Tour de Lombardie en 2020. La très violente chute sur le Tour du Pays Basque l'an dernier. À chaque fois, il se casse des os. À chaque fois, il est loin des pelotons pendant un temps. À chaque fois, il en fait énormément pour revenir à très haut niveau. On l'a vu ces derniers jours. Remco est cuit. Il est cuit et pas dans le physique, dans la tête. Il n'a pas envie d'être là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là hier soir, que ça le saoulait. Et puis, on sent bien la pression des caméras sur Remco, certainement la pression des médias belges sur Remco. C'est un garçon qui n'en peut plus sur ce Tour de France, qui avait besoin de rentrer chez lui. Je trouve vraiment que l'abandon était nécessaire. Il faut l'éloigner de ce climat-là. Il n'est pas dedans et ça sent pas bon. Et je pense que peut-être que ça vient de lui, peut-être que ça vient de son encadrement chez Soudal. Il revient toujours à bloc en compétition et il en paye à chaque fois le prix. Tour d'Italie 2021. L'an dernier, après sa chute au Pays Basque, ça s'était bien passé et sur le Tour de France et sur les Jeux Olympiques. Et cette année, c'est très dur. Donc maintenant, plus de Remco sur le Tour. Je lui souhaite de récupérer gentiment dans les jours à venir. Là, je pense qu'il passe de sales moments et qu'il va passer de sales semaines. La saison est loin d'être terminée. Personnellement, j'ai pas envie qu'on parle d'un Tour d'Espagne pour Remco. Qu'on lui foute la paix, qu'il se concentre sur les championnats du monde et sur le Tour de Lombardie en fin de saison. On sent un garçon qui est à bout. Il a besoin de récupérer. Pour le bien du cyclisme professionnel, je pense qu'il faut le laisser tranquille pendant quelques temps. C'est pas Pogacar, Remco. C'est pas Pogacar. Il peut pas être à 100% de février à octobre, pardon. Voilà, je pense qu'il faut désormais le laisser tranquille, le laisser récupérer et voir ce que ça donne d'ici la fin de saison. Allez, c'en est tout de ce débrief de cette 14e étape qui aura vu la victoire d'un extraordinaire Thymen Arensman, qui aura vu également un petit statu quo entre les favoris du général. Vingegaard aura essayé timidement, franchement, à vous de juger vis-à-vis de Pogacar. Pogacar n'aura pas lâché un mètre. Pour derrière, c'était un petit peu sauf qui peut en dehors de Félix Gall. Pour le général, place désormais à la 3e semaine, dès mardi, avec l'étape du Ventoux. Avant ça, nous avons une étape demain, la 15e étape, 170 km de Muret à Carcassonne. Ce sera une étape pour baroudeurs. Les sprinteurs devraient d'ailleurs gentiment se glisser dans l'échappée pour aller faire des points au sprint intermédiaire au kilomètre 60. Je vais penser à Van Der Poel et à Jonathan Milan, bien sûr. Puis après, ce sera place aux meilleurs punchers et aux meilleurs rouleurs de l'échappée, qui devraient s'expliquer dans le dernier tiers de course pour la victoire d'étape. Et je pense demain que ce sera un malin qui gagnera cette étape. Un coureur peut-être plus malin que costaud. Parce que le final, ça va être difficile de le gérer en solitaire. Je pense qu'on va avoir un petit groupe de 15-20 gars pour se disputer la victoire d'étape. Peut-être même de 5 à 6 gars.
Il y a peu de chances que ce soit le plus costaud de l'échappée de demain qui s'impose. On verra ce que ça donne. Je pense qu'on aura quand même beaucoup de spectacles dans l'échappée. Puis dans le peloton, ce devrait être statu quo entre les gars du général. Bref, on se débriefe tout ça demain soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Bye bye!